Ils sont nombreux à s'ébousculer à la porte du gouvernorat du Kasaï oriental, tous ou presque, majoritairement de l'IDPS. L'IDPS qui a géré cette province depuis la première alternance démocratique au sommet de l'État en RDC, alors que jusque-là, les Kasaï oriental peinent toujours à décoller. Pourquoi pas l'espace Grand Kasaï? Je reçois l'un d'eux, le député national Eric Ngalo Ilunga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin. Alors, on va commencer par l'actualité brûlante au pays, dossier RAM, registre des appareils mobiles. La majorité de la population congolaise est contre cette taxe qu'on qualifie de l'escroquerie. Oui. Même les élus, à la séance précédente, avaient jugé bon de la supprimer, mais l'Union sacrée a rejeté la motion de défiance initiée par les députés du FCC. RAM est maintenu. Est-ce qu'on peut encore parler du peuple d'abord? Oui, merci pour la question que vous me posez sur le RAM. Vous savez, lorsqu'on fait la politique, c'est pour la population. Il y a une question orale avec débat qui s'est amenée à l'Assemblée nationale, adressée au ministre Kibasa. Mais vous devez savoir tout de suite qu'il y a une coalition qui est en place au pouvoir, qui gère avec en sa tête le président de la République, chef de l'État. Quand vous dites « peuple d'abord », qui est un slogan de l'UDPS, il y a des politiques qui demandent des financements pour que le peuple puisse se retrouver. Alors aujourd'hui, c'est normal que le petit peuple, nos populations, puissent ressentir que cette taxe, en fait, leur coûte beaucoup d'argent. Donc c'est normal que la population, au travers des députés nationaux que nous sommes, les élus légitimes, puissent apporter ces desiderata au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est tout à fait logique. Mais maintenant, nous sommes au pouvoir. Le ministre Kibasa est notre ministre. La procédure a été suivie. Il est venu il y a 2 semaines, je crois, pour la question orale. Et il est revenu pour répondre aux préoccupations des élus nationaux. Et dans l'entretemps, quelques élus du FCC ont initié une motion de défiance en son encontre. Parce qu'il n'a pas convaincu. Bon, qui vous a dit qu'il n'a pas convaincu? Moi, en tout cas, il a apporté les réponses qu'on était en train d'attendre. Mais maintenant, on tient en compte aussi les demandes de la population. Parce que moi, personnellement, si vous voulez avoir mon avis, je suis pour un moratoire. Il faut d'abord suspendre cette affaire de RAM. On peut peut-être y aller palier par palier. Parce que peut-être quand on vous retranche des unités, ce n'est pas la même chose que la maman qui va au champ tous les matins. Et initier aussi, mettre en place une mission d'enquête parlementaire. Et à la fin de cette mission, on verra si ça reste en place ou pas. Alors, la plénière étant souveraine, comme vous le savez, tel que le stipule notre règlement d'ordre intérieur, nous sommes la majorité des députés s'est prononcée contre la motion de défiance. Selon certaines indiscrétions, vous avez été appelé à la veille à l'hôtel du fleuve Congo ici à Kinshasa, l'argent a circulé, vous avez été convaincu par vos leaders, notamment votre chef du parti politique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans les mêmes erreurs du passé, d'y des erreurs qui datent d'ailleurs de l'époque du impair? Mais les réunions stratégiques avant les enjeux, ça se passe sous d'autres cieux. Mais à l'époque, vous dénonciez ces choses-là? Dénoncer, qu'est-ce que vous attendez par dénoncer? Parce que quand il y a une plénière qui vient, vous dirigez l'Assemblée nationale, vous faites les rappels des troupes. Nous menons la politique du chef de l'État, bien que l'Assemblée nationale est une institution indépendante, ce n'est pas une caisse à résonance, mais on doit se voir pour parler parce que c'est lui qui vient, c'est le ministre de l'Union sacrée de la nation. Donc une rencontre stratégique est tout à fait normale. Alors vous dites que Kibasa vous a convaincu, vous de l'Union sacrée. Aujourd'hui, vous pouvez dire à la population congolaise où sont partis les fonds mobilisés par cette taxe jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui parlent de près de 260 millions de dollars mobilisés. Ça servit à quoi? Et qui gère ça? Je viens de vous dire ici que je suis pour le moratoire. Et
que le bureau de l'Assemblée mette en place une mission d'enquête parlementaire. C'est à partir de là qu'on saura, parce que je ne peux pas avancer des arguments, des choses que je ne maîtrise pas, ça serait de la démagogie. Le peuple, là, tout le monde parle au nom du peuple, mais nous devons faire très attention. Moi, je reste dans la logique de mon parti, du président de la République. Je crois que lorsqu'on est au pouvoir, on l'a démontré que c'est nous qui avons la majorité. L'opposition a essayé de voler la vedette, mais on a démontré que c'est nous qui gérons la chose. Donc la logique est simple, ça c'est pour terminer cette question. Voleur ou pas, escroquerie ou pas, tant qu'il est les nôtres, il reste. Et les cris d'alarme de la population, on s'en fiche. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, c'est la population qui m'a porté où je suis. Et mon travail, c'est de représenter valablement cette population. Voler, ça sont des accusations un peu graves, ça. Dire qu'on est en train de voler sur le dos de la population, c'est quand même... allez, c'est grave, quoi. Mais c'est à ce stade, je vous dis, moratoire, ça c'est mon point de vue. Hein. Je ne donne pas le point de vue des autres. Moratoire, après mission d'enquête parlementaire, après on en reparlera. Mais je suis de cœur avec la population congolaise, surtout nos mamans qui se lèvent tôt le matin, qui n'ont pas des revenus pour payer ne fût-ce que leur loyer. Et lorsque vous mettez un peu de crédit et on vous retranche, c'est vrai que ça révolte. Ça révolte. Vous êtes élu du Kasaï oriental dans les Lupatapata. À l'époque, l'opinion pensait que l'espace Kasaï est martyrisé parce que, bastion de l'opposition, les régimes qui sont succédés n'ont pas aidé les Kasaï. Presque 3 ans après cette première alternance démocratique qui a porté l'opposition au sommet de l'État, pourquoi les lignes ne bougent pas? L'exode continue jour après jour. Les fils du Kasaï quittent les régions pour les Grands Katanga, pour Kinshasa, à la recherche du bien-être. Encore faudra-t-il affirmer si réellement ils l'ont trouvé. Oui, mais tout de suite, je vous dis, c'est depuis des décennies que cette province a été martyrisée, a été oubliée, a été marginalisée, la province du Kasaï oriental. C'est depuis Mobutu. Donc, si cela a pris près de 60 ans, ce n'est pas en 2-3 ans que le Kasaï oriental va se relever, parce qu'il y a un fils, du terroir où il y a un membre très influent qui était dans l'opposition qui a pris le pouvoir. Non. Vous voyez, après près de 60 ans, comme je dis, il faut de la volonté, de la détermination et connaître les problèmes du Kasaï oriental. Fort malheureusement, le gouverneur qui est venu après les élections de 2018 manquait peut-être d'initiative. Je ne suis pas là pour lui faire un procès ici, mais c'est déjà passé. Hein. On a perdu près de 2 ans, un peu plus de 2 ans. Mais maintenant, c'est d'ailleurs pour ça, on va en parler, que j'ai une vision claire, une vision nette, qui est une vision qui est dans celle du président de la République. Hein. Mais il n'y a pas que le Kasaï oriental, je parle de l'espace Grand Kasaï. Aller circuler dans les nouvelles provinces comme les Sankourou, aller dans la Lomami, il n'y a rien pratiquement, il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que là où c'est un problème de leadership, ou tout simplement les pouvoirs de Kinshasa ignoraient cet espace aussi? Ce pays en général, oui, on va y arriver. Le pouvoir central n'était jamais au rendez-vous des rétrocessions d'abord pour les provinces et les entités territoriales décentralisées. Ça, c'est un autre problème. Mais ici, je suis en train de parler, vous avez évoqué le problème de bastion de l'opposition. Je parle ici de Mbujimayi, de Kananga, de Chikapa. On disait que, comme Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, était originaire du Kasaï, il ne fallait pas laisser ses frères trouver des moyens parce qu'ils allaient financer leurs frères pour prendre le pouvoir. Donc tout était fait à dessein pour comment je peux dire, pour appauvrir, paupériser cette population du Kasaï. Ben maintenant qu'un membre de l'UDPS est président de la République, il est aux commandes du pays, il ne fera pas tout seul. Il doit être accompagné par des collaborateurs, par des personnes qui sont avisées et qui portent sa vision, qui l'aident. Donc c'est pour ça que j'estime que je suis prêt
à le faire, comme ce poste est resté vacant depuis le 1er avril 2021. Vous pensez que dans l'entourage du président Tshisekedi actuellement, il y a ces personnes que vous évoquez qui peuvent réellement l'aider à avoir un œil regardant sur les Kasaï? Oui, comme dans tout entourage, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais. Mais j'espère que, comme il l'a dit une fois lors d'une émission, qu'il faut toujours accorder une deuxième chance à tout un chacun de nous. J'espère que tous sont animés de cette volonté de l'accompagner à réussir sa mission. Donc il lui faudra du temps. Non, ce n'est pas un problème du temps, c'est prendre conscience. À partir du moment où on prend conscience, on se met au travail, les choses s'améliorent. À partir du moment où on a conscience que les deniers de l'État, les deniers publics, ce n'est pas pour nous, c'est pour le bien de la population, vous verrez beaucoup de choses vont s'améliorer. Vous êtes candidat au poste du gouverneur dans les Kasaï orientales. Un poste réservé pratiquement à l'IDPS parce que l'Assemblée provinciale est majoritairement IDPS. Oui. Mais vous n'êtes pas seul, c'est une panoplie de candidats. Pourquoi est-ce que vous vous bousculez autant? Est-ce pour servir ou pour se remplir les poches? Parce que ces genres de discours, on en a assez entendu. Bon, vous devez savoir que l'UDPS Tshisekedi est le parti le plus démocratique de la République démocratique du Congo. Parce que vous avez vu en 2018, il y avait les primaires. Il y avait le président Tshisekedi qui était candidat et 3 autres membres du parti qui est en train de concourir pour ce poste de président de l'UDPS. Donc, vous voyez que la démocratie est ancrée au sein du parti. Aujourd'hui, quand on dit qu'un poste est vacant, laissez les gens s'exprimer. Moi, même si nous sommes à 100 candidats, moi, je ne vois pas le problème. L'essentiel est que qu'on nous sorte, que le parti qui a ses critères, qui a une vision du président, qui porte la vision du président pour accomplir cette mission. Donc, la démocratie, la liberté, il faut laisser les gens s'exprimer. Moi, je crois qu'il faut être très à l'aise de ce côté-là. Parce que si aujourd'hui, on prend un candidat et qu'on l'impose, c'est-à-dire, vous vous réveillez le matin, on vous dit c'est X, on dira qu'à l'UDPS, c'est maintenant la dictature. Donc moi, je ne vois pas, c'est la démocratie. À la veille de l'élection qui a vu Maouija être porté à la tête de cette province, vous êtes passé dans toutes les chaînes des radios, des télévisions pour porter ces candidats de l'IDPS. Vous l'avez même accompagné à Mbujimayi, à l'aéroport, on a vu des images. Vous dites après que c'était une erreur du jugement. Est-ce que cette fois-ci, en vous portant vous-même candidat, ce n'est pas une autre erreur du jugement? Je n'ai pas dit que c'était une erreur de jugement. Je dis que le temps est passé. On pensait, lorsque vous alignez un joueur dans un match de football, lorsque vous faites un remplacement, l'entraîneur estime que c'est celui-là qui va peut-être changer le jeu à 5-10 minutes. Mais s'il ne marque pas de but, il n'est pas déterminant. Ce n'est pas la faute du coach, en fait. Donc moi, d'abord, je n'ai jamais accompagné Jean Maouija, que je respecte, à Mbujimayi pour sa candidature. Je crois que vous faites allusion, pendant la campagne, tous les candidats provinciaux, nationaux étaient venus accueillir le président, l'actuel président qui venait à Mbujimayi. Donc aujourd'hui, je n'ai pas honte pour ça parce que tout le monde l'a soutenu. Je crois qu'il a eu 22 voix sur 24 ou 23 voix sur 24, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, les choses ont changé. Il a fait son temps. Il a été gouverneur de la province. On ne va pas le changer. Maintenant, moi, j'estime que maintenant, je sais ce qu'avec une équipe d'hommes et femmes déterminés, c'est qu'on peut faire du Kasaï oriental. Avec Ngaloula Ilonga, parlons de vous maintenant. Oui. Vous êtes déjà député national, élu de Lupatapata. Vous aviez promis un certain nombre de choses à vos électeurs à l'époque. Vous êtes, je dois le préciser ici, vous êtes parmi les meilleurs élus de la République. Oui. Si pas du Kasaï, mais de la République. Oui, deuxième. Deuxième, tout à fait. C'était une marque de confiance absolue. Qu'est-ce que cette population a bénéficié, n'est-ce pas, de votre part déjà comme les élus légitimes de leur coin jusqu'à présent? Ben, vous savez, quand je parle de l'AMIBA employait plus de 5000 travailleurs, en tout cas jusqu'à sa faillite en 2008. Donc aujourd'hui, vous le savez très bien,
parce qu'on est souvent ensemble, vous savez que je plaide pour la relance effective de l'AMIBA. L'AMIBA se trouve dans le territoire de Loupa-Tapata. Derrière cette population, vous savez combien de familles vivent de ça. Donc ça, le premier travail d'un parlementaire, c'est de légiférer, c'est de plaider. Alors, maintenant, ça c'est une étape. Maintenant, ce qui concerne le social, parce que le député dans son coin, vous savez très bien qu'il va enterrer ceux qui meurent. Quand un de vos électeurs a un enfant, sa femme accouche, vous devez venir en aide. Est-ce là le travail d'un député? Justement, ce n'est pas le travail d'un député, mais les réalités dans notre pays, ceux qui ont dirigé ce pays ont amené ce pays à vivre comme ça, sa population à vivre comme ça. Vous voyez? Donc, on vit sur des richesses, on vit sur des diamants, sur le cuivre, sur de l'or, sur tout ce que vous voulez, sur un sol arable, mais la population manque de quoi se nourrir. Et maintenant, quand vous êtes élu, on sait que c'est le député du coin qui va apporter des solutions à nos problèmes. Donc ça, avec, sans fausse modestie, je le fais, comme tous les autres collègues le font. Et ce n'est pas ça le rôle d'un député. On nous attend ailleurs. On nous attend à l'amélioration des conditions de vie. Et ça, j'estime que je le fais. Bon. La meilleure façon de mesurer ça, c'est aux prochaines élections. Vous pensez qu'il vous fait encore confiance autant aujourd'hui? Absolument. Quand je vais là-bas, vous savez, lorsque vous avez été élu dans la droiture, vous le ressentez quand vous allez chez vous. Vous n'avez même pas besoin de tromper l'opinion. Je me sens très bien chez moi quand je pars dans le territoire de Loupa-Tapata. Vous êtes déjà député national. Pourquoi vous voulez devenir gouverneur? Je vais devenir gouverneur parce qu'en étant député, c'est vrai que je plaide, mais il n'y a pas d'impact sur le vécu quotidien de la population du Kasaï oriental. C'est pour ça que je vais être un exécutif, travailler en harmonie avec l'Assemblée provinciale. Parce que quand vous êtes, vous avez des problèmes tout le temps avec la première institution de la province, vous passez le temps dans des querelles, dans des motions. Vous savez, dans la vie, chacun peut jouer son rôle, mais dans la paix et dans le développement. Donc c'est pour ça, je dis, j'ai un plan, un programme d'action qui s'appelle « Pour un Kasaï oriental où il fait bon et beau vivre », où j'ai des axes prioritaires, c'est-à-dire maintenir des bons rapports avec l'Assemblée provinciale, créer des conditions pour que les investisseurs viennent et leur garantir disons, leur installation et que tout se passe très bien, juridiquement et judiciairement. Bien faire fonctionner l'enseignement de base qui est gratuit et qui a été rendu effectif par la volonté politique du chef de l'État. Encadrer la jeunesse, réconcilier nos frères et sœurs du Kasaï oriental parce qu'on ne peut pas avoir une province qui est divisée et on doit se réconcilier avec nous-mêmes. Donc il y a plusieurs axes. L'agriculture doit être la priorité des priorités dans chaque territoire. Les routes des dessertes agricoles, bon, ça c'est plus le gouvernement central. Je parlerai plus des routes dans les territoires. Si vous voyez les conditions dans lesquelles se trouvent les routes, elles ne sont pas bonnes. Donc il faut évacuer tout ce qui est produit dans les territoires. Donc c'est un peu ça. Vos détracteurs sur terrain, même y compris au sein de l'IDPS, notamment certains candidats aussi, vous reprochent un certain nombre de choses. D'abord, fils d'un diamantaire, vous savez, on dit que les diamantaires ont dessus. Oui. Depuis qu'ils se sont succédés à la tête de cette province, c'est beaucoup plus pour les affaires des diamants que pour gérer la province. Excuse-moi, il y a deux petits éléments. Un élément important, le dossier de l'assassin. Le pouvoir qui est passé, le régime qui est passé, a dépossédé illégalement l'AMIBA de sa mine la plus stratégique de Tchiboué. Donc en tant que gouverneur, je vais faire un plaidoyer auprès du président de la République, le ministre des Mines, le ministre de portefeuille surtout, pour qu'on régularise cette situation. Parce qu'à partir de cette mine-là, si on traverse, parce qu'on va la transformer, vous avez suivi les discours du président en Colosie, il faut que l'AMIBA entre dans le conseil d'administration de la SACIM qui ne sera plus SARL mais SA dans les jours à venir. Et cela va permettre à l'AMIBA de se relancer
et que le niveau de vie de ces travailleurs hein, qui vivent, pour lesquels plusieurs familles vivent, vont changer. Donc ça, c'est très important, c'est une grande priorité pour moi. Alors, je parlais de volet des tracteurs au niveau du Kasaï oriental, non seulement dans l'opinion publique, mais aussi parmi des candidats comme vous. On a du mal à accepter, encore une fois, un diamantaire, un fils d'un diamantaire, c'est presque un diamantaire aussi, à la tête de la province, parce que ceux qui se sont succédés en dessus. Et de deux, Eric Ngalola Ilunga n'a pas une adresse fixe au Kasaï oriental. Wow. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Donc, pour eux, je ne dirais pas pour vous, pour eux, fils d'un menuisier, c'est un menuisier, fils d'un peintre, c'est un peintre, fils d'un... Vous n'avez jamais touché au diamant? Moi, mais je mentirais si je dis que je n'ai jamais touché à ça. Moi, je n'ai pas honte de dire que mon père est un négociant de diamants. C'est ça qui m'a élevé. Vous savez, c'est une injure. Je le dis de la plus belle manière. Il y a des candidats qui disent qu'on a dit pas fils de diamantaire. Mais ça, c'est quel discours de pré-campagne ça? Ça, c'est quand on manque quoi dire. La ville de Mbuji-Mayi, je suppose que vous connaissez ça, a été construite par des négociants de diamants, par des commerçants. Cette ville-là, toutes les maisons que vous voyez à part l'Amiba, toutes les belles maisons-là, Mbuji-Mayi n'était rien. Alors aujourd'hui, quand on vient dire que voilà, il est fils de diamantaire, ne mélangez pas tout le monde. Il ne faut pas prendre l'expérience de ceux qui étaient au pouvoir, ce qu'ils ont pu faire et le mettre sur le dos de tout le monde. Moi, j'ai vécu de ce métier, j'en suis fier. Dieu avait béni mon père avec ça. J'ai grandi de ça, je suis allé à l'extérieur et quand je venais, je suis dans sa fondation et j'étais avec lui. Moi, je ne suis pas du genre à renier certaines choses dans ma vie. Donc, vous n'allez pas prendre ça et ramener, commencer à dire que X, c'est comme Y. Non, non, non. Moi, je dis à la population et aux députés provinciaux qui sont l'émanation de cette population que j'ai une vision claire. Ce que les autres disent, c'est parce qu'ils ont vécu dans leur chair, dans leur sang, l'expérience de ceux qui étaient là. Voilà. Lorsqu'on a touché au diamant, par exemple, comment allez-vous créer une ligne de démarcation entre le fait de gérer la province et de tomber sur certaines pierres rares dans la province? Parce que cette sensibilité ne va pas quand même quitter quelqu'un qui connaît qu'est-ce que c'est le diamant. Maintenant, vous allez commencer, ça c'est de la discrimination pour des personnes, je répète, hein, moi je n'ai jamais été un acheteur de diamants, j'évoluais auprès de mon père. Et je ne réunis pas ça. Je ne suis pas un petit hypocrite pour venir ici commencer à régner des choses. Mais les affaires de l'État, lorsque vous êtes au niveau des affaires de l'État, supposons que j'étais acheteur, mais vous déléguez vos pouvoirs à quelqu'un d'autre qui s'occupe de vos affaires. Donc je ne vois pas où est le problème. Vous allez me dire, dans ce pays, tous les gouverneurs qui ont été gouverneurs dans d'autres provinces, il n'y avait pas des hommes d'affaires. Moi, je sais qu'il y a plusieurs hommes d'affaires. Pourquoi c'est au Kasaï oriental où ça fait polémique? Donc, ne jugez pas tout le monde, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Ne pensez pas que parce que quelqu'un a évolué ou accompagné quelqu'un dans un domaine, que quand il arrive, il va faire ce que celle ou celui qui était là était en train de faire. Donc voilà, je suis très à l'aise. Lorsque nous quittons Kinshasa avec les hommes politiques, les notables d'un coin de la République, oui. Vous allez à Goma avec les politiques d'ici, ils vont dormir chez eux. Vous allez à Lubumbashi avec les hommes politiques d'ici, ils vont dormir chez eux. À Kolwezi, mêmement. Mais lorsque nous partons avec ces du Kasaï, tous vont se précipiter dans les chambres d'hôtel, même tous ceux qui parlent de l'amour de la province. Est-ce qu'on peut aimer sa province sans avoir une adresse fixe chez soi? Crispin, tu le sais très bien que j'ai un chez moi à Mbuji-Mayi. Tu le sais très bien. Il faut poser la question à ceux qui viennent à Mbuji-Mayi et n'ont pas d'adresse fixe. Ils descendent dans les hôtels, ils sont connus. Ils sont libres de descendre dans des hôtels. Mais moi, je suis né à Mbuji-Mayi. Je suis venu à Kinshasa, je suis allé à l'extérieur. Je suis rentré à Mbuji-Mayi. Mes adresses sont bien connues. Je peux vous les donner. Je n'ai pas qu'une seule adresse. Et c'est ceux qui viennent dans les hôtels, ils sont connus. Donc moi, et puis je suis un élu du Kasaï oriental. Si on m'a élu, c'est parce que je connais leurs problèmes. Ils ont estimé que j'ai mérité cette confiance que le parti avait placée en moi. Je suis très à l'aise et les gens savent ça. Et on sait qui n'a pas de résidence à Mbuji-Mayi. Donc vous le savez?
Non, je dis moi, je sais que j'ai une résidence là-bas. Et on sait aussi ceux qui n'ont pas de résidence et qui viennent parce que c'est chez eux, ils sont libres, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais qui n'ont pas d'attache, qui viennent juste parce qu'ils veulent être gouverneurs. Ça, c'est connu aussi. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de beaucoup? On sent que même ceux qui ont géré à l'époque, ou même ceux qui ont géré récemment, lorsque ça finit, on abandonne tout, on monte à Kinshasa, on est en Afrique du Sud, on est en Europe, on est ailleurs. Donc les Kasaï continuent à être cette vache à lait pour ceux qui arrivent. Mais les Kasaï restent assez pauvres parce que même les infrastructures ne suivent pas. Oui, vous faites bien de poser cette question. Moi, en ce qui me concerne, je suis resté attaché à la province du Kasaï oriental. Même quand c'est le PPRD qui était au pouvoir, je vivais là, j'étais là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une obsession pour moi de devenir gouverneur. C'est une ambition qui est légitime. Si ça ne marche pas, mais je continue à vivre au Kasaï oriental. On a des entreprises là-bas. Et vous m'avez dit ici qu'il y en a quand le mandat est terminé, ils viennent à Kinshasa. Ils savent pourquoi ils le font. Mais n'oubliez pas que l'exode dont vous avez fait allusion, je reviens un peu, c'est dû à la politique du PPRD. C'est à la politique, c'est dû à cette politique-là que nos frères sont allés à Lubumbashi, sont venus à Kinshasa. Le PPRD n'est arrivé que vers les années 2000, mais les Kasaï, c'est depuis 60, il n'y a rien là-bas. Je parle de l'exode, mon frère. Il n'y avait rien là-bas. Il ne faut pas dire qu'il n'y avait rien là-bas. Non, non, non. S'il n'y avait rien là-bas, Laurent Désiré Kabila n'allait pas prendre l'argent de l'Amiba pour financer la guerre de Goma. C'est ce qu'il a fait. Quand il est arrivé, il faut suivre Jonas Mukamba. D'abord, quand Mobutu était là, quand il vient, il prend et le diamant et l'argent. Il part avec ça. Il dit, mais comment vous pouvez avoir autant d'argent? 3 millions de dollars et un colis, je ne sais pas, de 400 000 ou 600 000 carats. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y avait rien. Il y avait quelque chose. C'est dans les années 2001-2002, quand Kabila arrive, on crée la Sengamine et c'était la mort de l'Amiba. Cette dépossession dont je vous parle, qu'on a dépossédé l'Amiba, c'est sous Kabila, c'est sous Joseph Kabila. Ce n'est pas sous Félix Tshisekedi. Les Kasaï orientaux ont compté plusieurs millionnaires. Oui. Il y a 30, 40 ans, plusieurs millionnaires au Kasaï. Où sont partis tous ces millions? Parce que vous qui étiez aussi à peu près dans ces sillages, ces millions ont servi à quoi? Je vous ai dit qu'il y avait des commerçants et il y avait des négociants de diamants. Ils ont construit, ils avaient des entreprises. Mais quand... Allez, vous devez comprendre quelque chose. Vous voyez, l'Amiba, c'est comme le cœur. C'est le cœur de la province du Kasaï oriental. Quand l'Amiba est en train de battre, tout se passe bien. Dès que ça cesse de battre, tout s'arrête, le sang ne circule plus, tout devient compliqué. Donc c'est ça. En 2008, quand il y a eu cette faillite, l'investisseur, qu'il soit national, qu'il soit étranger, c'est un gibier peureux. Vous pensez que quand il reste quelque part et que l'argent ne circule pas, vous pensez qu'il va rester là? Il ne va pas rester. Il va voir là où il va aller à Lubumbashi, il va venir à Kinshasa. Et c'est ce qui explique que les conséquences, c'est cet exode-là. Donc voilà, mais maintenant nous on dit, on ne va pas rester dans le passé. On a un nouveau président de la République qui aime ce pays, qui aime toutes les provinces de ce pays, y compris le Kasaï oriental. Nous devons juste plaider pour que l'Amiba, d'abord l'Amiba, je répète, doit se relever. Il y a des hommes politiques qui pensent que non, l'Amiba, il faut la dépiécer, il faut la transformer en mining. Mais je dis, et ils sont originaires de chez nous. Je dis, mais comment ils peuvent réfléchir comme ça? Comment les gens peuvent réfléchir comme ça? Moi, je dis que si cette société est relancée et qu'elle se retrouve aussi dans l'Amiba, dans la SACIM en transformation, mais vous allez voir, et que les productions de ces deux sociétés sont vendues sur place, il y a le tourisme qui va prendre place, il y a ceux qui vont venir, ils vont rester dans des hôtels, ils vont louer des maisons. Allez, je ne dis pas qu'on ne dise pas celui-là, il réfléchit qu'en diamant, non. Lorsque vous avez une richesse, vous l'exploitez rationnellement. Et ça devait être l'avant-dernière question à vous poser. On a parlé diamant avant l'indépendance, on a parlé diamant après l'indépendance. On continue à parler diamant, mais ça n'a pas développé l'espace Kasaï. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Oui, l'agriculture, ça doit être une priorité des priorités. Et il faut voir les produits qui sont produits au Kasaï oriental, c'est des produits bio. Et c'est ça le problème de chez nous. On n'a pas tellement investi dans les infrastructures. Ce pays, on a eu le temps de détourner de l'argent
Mais à Mbuji-Mayi, il n'y a pas de route. Vous voyez, quand vous quittez, il n'y a pas de développement sans infrastructure. Et il y a un problème d'énergie et d'eau. Je crois que c'est problème avec le gouvernement Sama qui a aussi une idée claire sur le développement des 145 territoires que nous avons. Dès que ce programme est mis en place, avec la volonté politique du président de la République, du gouvernement, des exécutifs provinciaux, la donne va changer. Parce que notre province, n'oubliez pas, elle est enclavée, elle est au centre du pays. Il faut l'ouvrir au reste du monde. Le développement partira par là. Nous allons terminer par cette question. Après la publication des résultats, au niveau de la présidentielle, Oui. on a vu cet engouement sans précédent dans les rues de l'espace Kasaï. Aujourd'hui, il faudra encore combien de temps pour que ces Kassaïens puissent sentir les premiers signaux forts? Et c'est pour terminer par là. Non, bon, je ne peux pas mettre ça en termes de temps, hein, mais ce que je peux dire, observons le budget, nous sommes en pleine session budgétaire, il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte pour l'exercice 2022 et à partir de là, on en reparlera. Donc, parce que maintenant, il ne faut pas parler de ça parce qu'on vient de se séparer de ceux qui bloquaient le décollage de ce pays. Eric Ngalola Ilunga, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes député national élu de Loupatapata, c'est votre fief. Et pour l'instant, candidat au poste du gouverneur dans les Kasaï orientales. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50.